Bah, je m'ennuie. Vous avez pas une idée de trucs à faire, vous? Mais moi, je m'ennuie. Non mais j'aimerais bien vous y voir, on parle toujours de films et puis j'ai toujours les mêmes choses. Oui, les flèches enflammées ça existait pas, les gens se lavaient avec des vêtements propres, les épées c'est pas lourd. Ah oui, ben je m'ennuie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut faire comme d'habitude, non? Ah c'est vrai, vous avez raison, on n'a jamais vraiment fait de trucs drôles. On pourrait faire un truc drôle à fond dans le second degré, et comme ça on se marrait. Oh, j'ai le film parfait pour ça! Est-ce que vous avez déjà entendu parler des aventures de Philibert, capitaine Puceau? Oui, le nom est évocateur, alors accrochez-vous à vos caleçons. Philibert, capitaine Puceau est un film sorti en 2011 et réalisé par Sylvain Fusé. Le nom complet du film d'ailleurs, c'est Les aventures de Philibert, capitaine Puceau. Et ce sera le seul long métrage de ce réalisateur qui officiait d'ordinaire plutôt à la télévision chez Canal+, ou dans des publicités. Oui, écoutez, je me suis changé, je me suis dit que ce serait plus adapté au sujet du jour. L'acteur belge Jérémy Régnier incarne le héros de l'histoire, Philibert. Manu Payet fait des merveilles en sidekick rigolo, Élodie Navarre en love interest et un Alexandre Astier des grands jours dans son rôle de méchant plus caricatural que la caricature elle-même. Il me cherche. Mais qu'attend-on pour lui donner l'adresse ? On notera la présence au scénario de Karine Angely et de Jean-François Alain, ce dernier ayant officié également sur l'excellente série Au service de la France et les OSS 117. Allez, je le rappelle, il n'y en a que 2 des OSS 117, hein. Bref, tout ça, ça donne un peu le ton de là où le film veut aller. Et je ne parle pas du poisson. L'histoire raconte les aventures de Philibert, fils d'un cultivateur d'artichauts breton, qui découvre un jour qu'il a été adopté et qu'il est en fait le comte de Sainte-Avoise. Il apprend également qu'il a été spolié par Clotaindre, comte d'Artois, l'infâme bourguignon à la rose qui a tué son père et volé tout ce qu'il possédait. Il va alors partir très loin se venger, et l'assassin de son père, il s'en va pour chasser. Immense est son courage, grandiose est sa cause, d'un bas breton courteau il a fait son valet, en la personne de Manu Payet, et il délivrera une belle des griffes des malandrins qui est... Oui, je suis en train de paraphraser la chanson du film qui rajoute des couplets au fur et à mesure des aventures de Philibert. Messire de Sainte-Avoise part très loin se venger, l'assassin de son père il s'en va pour chasser... De base, le film se veut être un pastiche des films de KPDP à l'ancienne, qui firent la grandeur du cinéma français en costume. C'est-à-dire qu'il copie le style de cette époque, en allant parfois légèrement trop loin pour montrer qu'il ne se prend pas au sérieux. Il y avait de quoi se marrer finalement, mais quand on voit l'accueil du film par la critique, eh bien c'est un énorme bide. Pourquoi? J'y reviendrai à la fin, mais parlons des costumes d'abord. Commençons par un constat créé lui-même par le film, celui-ci se passe en 1550. J'adore les films qui mettent des dates ou des textes en gros au début pour dire à quelle époque ils décident d'être. Moi, ça me facilite la tâche, vous n'avez pas idée. Nous sommes donc au milieu du XVIe siècle, mais le film ne semble pas forcément au courant, si j'en juge les costumes, qui vont plus chercher 50 à 80 ans de plus pour certains. Enfin oui, mais non. Mais pas tout à fait, il faut que j'explique. Commençons simplement. Les tenues des gentils sont souvent une évocation du début du XVIIe siècle, très KPDP finalement. On a des chemises assez larges, à col haut, portées sous des gilets sans manches, boutonnés et assez simples. Attendez, quand je dis assez simple, comprenez plutôt approximatif. Voilà, ça va nous faire gagner du temps. Les personnages sont en bottes ou en petits souliers avec des collants. Hein. De magnifiques collants colorés, bien moulants, bien kitsch, bien rigolos. Hein, le film fait d'ailleurs une blague à ce sujet, c'est décrit comme un vêtement technique, parfait pour le combat. Apprends que c'est un vêtement technique, une matière légère et souple pour le combat. Référence évidente au vieux film où tout le monde était en collant. Voilà. Et en fait, c'est pas si terrible. Oui, mais vous avez bien entendu, ça a du sens. En fait, pendant plusieurs siècles, la mode masculine est aux chausses moulantes. Il faut d'abord imaginer ça à la période médiévale comme des grandes chaussettes portées sur les brais, un caleçon long, l'ensemble tenant lieu de pantalon. Voilà. À partir de la fin du Moyen-Âge, les choses vont avoir tendance à se fermer pour former une sorte de pantalon, et en fait, on retourne au truc moulant façon collant qu'on appelle des bas avec une culotte portée par-dessus. On va appeler ça généralement une trousse ou un haut de chausse, tant que ça reste assez haut.
La trousse, appelée réellement culotte ensuite, c'est l'ancêtre du pantalon qui va s'allonger à partir du XVIe siècle, mais surtout du XVIIe pour arriver jusqu'à nous. Oui, je sais, c'est pas évident l'évolution de la mode, et puis il y a des tonnes d'appellations entre les types de trousses, les types de culottes, de bas, de chausses, j'essaie de vous épargner ça pour faire simple. Hein. Mais bon, quand on voit les représentations du XVIe ou du début du XVIIe siècle, le collant, c'est pas si terrible comme idée, voilà, ça a un sens. Alors certes, c'est un peu étrange à nos yeux modernes, mais ça a un sens tout de même. On trouve parfois de grandes capes à capuche, pourquoi pas sur cette période, et des demi-capes pour l'élégance portées sur l'épaule ou en travers du dos. Globalement, tout est très simple, trop simple, et le but du jeu n'était pas de faire quelque chose de très recherché, mais bien une copie de ce qui se faisait dans les années 50-70. 1950-1970, attention, pendant l'âge d'or des vieux films de cap et d'épée. Même chose pour les coiffures des personnages, les robes et tenues féminines, on est dans le folklore cinématographique plus que la recherche de réalisme. Toutefois, et c'est amusant, il y a quelques exceptions. Tenez, prenez les gardes du méchant, là, qui font le planton généralement, et se battent parfois contre Philibert. Et ben en fait, ils ne sont pas si mauvais. Ils ont un casque cabassé, bien utilisé à l'époque, des armes d'ast, même chose, une cuirasse, des habits à crever, et en fait c'est pas si mal en termes de silhouette. Ah, les habits à crever, ça veut pas dire qu'il y a des trucs morts dessus, hein, ne faites pas de mauvais esprit. Les crevés, ce sont des aménagements où on va ouvrir la couche de tissu supérieure pour faire apparaître une couche de tissu inférieure, souvent d'une couleur contrastée. Ça se fait sur les manches, les corps, les jambes, et c'est emblématique du combattant du milieu du XVIe siècle. Non mais là encore, ne riez pas, l'évolution de la mode, c'est pas... Enfin, ça existait quoi. La garde noire du méchant, en revanche, c'est la fête du slip. En fait, c'est le même principe que dans Lancelot Premier Chevalier. Il faut un archétype de soldat méchant. Allez, zou, tout le monde en cuir clouté comme le dernier des habitués du Hellfest. Hop, ça fera bien l'affaire. Côté casque, il porte une espèce de cervelière simple de la fin du Moyen-Âge, sous laquelle on rajoute un masque en cuir, qui donne l'air... pas très malin. Bon, dans l'absolu, ce genre de casque, ça pourrait encore s'utiliser quelques décennies après. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, hein. Leurs épées sont plutôt bonnes, c'est ce qu'on appelle des épées de côté, qui font la transition entre l'épée médiévale et la rapière de mousquetaire. Bon point. Je vous avais prévenu, messire. Je suis un peu brigand. Allez, j'ai repoussé ça jusqu'au dernier moment. Parlons de Clotindre d'Artois, le méchant bourguignon à la rose incarné par Alexandre Astier. Est-ce que vous trouvez pas que son costume est ridicule? Alors les culottes courtes bouffantes, là, les petites chaussures à pompons, les fraises immenses autour du cou. Oh, j'en peux plus de rire à chaque fois que je le vois. En plus, cet ensemble participe au ridicule du personnage malgré son sérieux permanent. Et moi, je trouve que c'est très réussi. On laisse venir le chat, mais on déplace la souris, puisqu'on a le fromage. C'est peut-être le meilleur costume du film. Oui, historiquement, oui, c'est peut-être le meilleur costume du film. Quand je vous dis que la mode, elle évolue, le XVIe siècle, c'est un passage quand même assez perturbant, moi je trouve. Regardez ces tableaux là, c'est vraiment spécial. Zouplaboum les collants, les culottes courtes bouffantes, les motifs de rideaux chez mamie. Enfin, on va se taper ces machins-là jusqu'au début du XVIe siècle, soit entre les règnes de François Ier et Henri IV. C'est la fête du slip. Non, je dis la fête du slip parce qu'on se moque de Superman qui porte son slip par-dessus son pantalon, mais avoir des slips disproportionnés portés par-dessus un collant, dans le genre, c'est quand même un cran au-dessus, hein. Remarquez, c'est peut-être pour ça que François Ier était un super roi de France. Et encore, on a eu de la chance, parce qu'à l'époque, la mode masculine intégrait parfois ceci. Je vous laisse un peu un peu de temps pour apprécier pleinement l'élégance de ce que vous voyez, hein. C'est exactement ce que vous pensez, oui, alors c'est rembourré, bien entendu, et selon la décennie, cela va prendre plus ou moins de place dans la mode masculine. Le plus fou, c'est qu'on en voit aussi sur des portraits d'enfants. C'est ce qu'on appelle tout simplement une braguette. Voilà, je pense que ça, pour le coup, on ne devrait plus jamais le ressortir des errances historiques de la mode, exactement comme on aurait dû le faire avec le sac banane. D'ailleurs, la braguette 16e a une forme de banane. Tout est lié! Tout! Comme par hasard. Bref, retenez qu'au XVIe siècle, c'est la fête des hautes choses. Selon la mode, elles vont être très discrètes et très hautes, ou très bouffantes et très larges. Ça change très rapidement, exactement comme la mode de nos jours. La fraise, c'est ce qui est porté autour du cou, une sorte de système de plis de tissu pour former ce truc. Alors, il en existe des plus ou moins grands, des plus ou moins dentelés, et là encore, en fonction de la mode, ça a pas mal changé. Oh ouais, vraiment, la mode au XVIe, moi j'ai complètement arrêté de chercher, hein. Je crois que c'est le seul siècle où je n'arrive pas à m'y faire. Vivement le XVIIe et les mousquetaires pour retrouver un peu de contenance, là, hein. Bref,
Le troubadour campé par l'humoriste Gaspard Proust a un ensemble qui rappelle beaucoup plus la fin du Moyen-Âge, mais bon, comme je vous disais, tout ça c'est surtout un gros mélange de références allant du 15e au début du 17e siècle, le film prenant place à peu près au milieu, et bien c'est assez logique. Je crois. Peut-être. En fait, le truc avec ces costumes, c'est qu'on a l'impression d'être à Disneyland. C'est coloré, mais trop coloré. C'est propre, mais peut-être un peu trop. C'est kitsch comme jamais, tout le monde a l'air tout beau et tout gentil, les méchants sont très méchants, sauf ceux qui finalement avaient un bon fond. Ah ouais, c'est Disney en fait, hein, c'est terrible. Hein. Enfin, cela dit, eh bien, les films que pastiche Philibert Capitaine Puceau datent des mêmes années d'inspiration de l'univers historicisant de Disney. Tout cela se passe entre les années 50 et 70, exactement la fondation de Disneyland en Floride. À la vie et à la mort, Martin? À la vie et à la mort, messire. Les studios Disney sortent de la Seconde Guerre mondiale et se remettent à produire des films notables comme Cendrillon, Peter Pan, La Belle au bois dormant, et les costumes sont dans le même ton. Une bonne partie du cinéma inspiré de l'histoire renaît alors dans un esprit d'aventure où tout finit bien à la fin. Au final, Philibert Capitaine Puceau a très peu de costumes, en dehors des quelques personnages principaux qui ont presque toujours les mêmes, et des personnages secondaires qui, eux, ont réellement toujours les mêmes. Une fois qu'on a parlé des collants, des chemises, des vestes et des chapeaux, on a fait le tour. Voilà, même en parlant un peu de braguettes pour meubler. Mais là où le film est fort, comme je l'évoquais, c'est dans son approche du pastiche. Il reprend les thématiques de l'âge d'or des films de KPDP entre les années 50 et 70 pour nous les resservir au second degré. Dans les films de cette période, il y a déjà un côté très surjoué, tout le temps, qui est un héritage du théâtre. Au théâtre, il faut que tout le monde comprenne, et vite. Alors le jeu du théâtre historique est un peu spécial, surjoué, excessif. À l'époque, ces films cherchaient moins le réalisme d'aujourd'hui que la retranscription des codes, en les mélangeant avec d'autres codes, les codes cinématographiques. Les grands rires, les éclairs sur les discours des méchants, les grands mouvements, le jeu très ampoulé, tout cela est parfaitement correct. D'ailleurs, ce côté héritage du théâtre, il est encore très présent dans les comédies françaises, avec des personnages qui en font toujours des caisses, flirtant en permanence entre la caricature et l'archétype. D'ailleurs, les films de KPDP sont aussi des films d'archétypes faciles, d'histoires déjà écrites. Il y a le gentil héros, les bons compagnons, le valet rigolo, la belle dame, le méchant très méchant, et tout un tas de personnages utiles ici ou là, comme les soldats nuls, l'aubergiste, les femmes de petite vertu, l'artiste ou le vieux. Et c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires. Ouais, ou une vieille des fois. Le passage aux galères est un immense classique des péplums, la présence du turc est à la limite du génie à mes yeux. Dans le théâtre classique et dans les films de KPDP, il y a souvent un turc silencieux, très fort, très caricatural, on va pas se mentir, et en fait il est là pour apporter une dose d'exotisme et renforcer l'aspect d'aventure de l'ensemble. Philibert Capitaine Puceau l'intègre bien, et comme toujours, en faisant légèrement trop, puisque le turc est capable de casser des murs à main nue, ou des cadenas, voilà. Le film se paye même le luxe de faire des références historiques. Lorsqu'Alexandre Astier parle du noir comme couleur qui va avec tout, c'est bien entendu une référence à son existence de méchant très méchant, mais également à la mode de cette période, qui revient et repart en permanence vers le noir. Tout est en noir ici. Le noir c'est digne, le noir c'est sombre, le noir ça fait peur. Le choix d'armes et de personnages n'est d'ailleurs pas anodin, puisqu'on a ceux qui vivent dans le passé, le père d'Inès par exemple, avec des vêtements et une épée qui évoquent plus la fin du Moyen-Âge. Ceux qui vivent dans le présent, le comte d'Artois et ses gardes avec leurs costumes très 16e siècle, et ceux qui finalement sont l'avenir, Philibert et ses compagnons, qui ont des références vestimentaires plus 17e. Voilà comment, en quelques effets de costume, on arrive à apporter de la symbolique à des groupes de personnages. C'est à ça que servent les costumes au cinéma, apporter des informations supplémentaires à l'œuvre. Allez, encore une référence amusante, à un moment l'Escadron Noir offre une tapisserie au comte d'Artois pour son mariage, et il est indiqué que celle-ci vient d'Aubusson. Aubusson, c'est un haut lieu de production de tapisserie historique en France. Mes hommes et moi vous souhaitons beaucoup de bonheur, messire. Mais c'est un mariage arrangé. Alors le duel à la fin semble très long, mais c'est un petit bijou qui joue remarquablement sur le comique de répétition en mettant en scène absolument tous les ressorts de duels de films anciens. Il ne manque que le duel sur le toit avec les tuiles qui se barrent, le lustre au plafond, et on avait la totale. Le gling-gling ridicule avec des personnages qui se déplacent sur plusieurs kilomètres, le méchant qui sort une dague par traîtrise, le gentil qui manque de tomber dans le vide, le rattrapage au rideau, le dévalage d'escalier, les bouts de décor qu'on se balance à la gueule, c'était un régal. Ah, ça dit, pour casser quand même une idée reçue, les épées, ça ne fait pas autant de bruit que ça, hein, quand on fouette l'air ou qu'on se bat. Et ça veut dire que des gens ont dû rajouter des bruitages tout au long du combat. Petite pensée amicale pour ces courageux.
Et là je vous donne plein de références, mais je suis sûr que j'en ai oublié parce que je suis sûr que j'ai pas tout vu. Les aventures de Philibert, capitaine Puceau, sont sorties bien trop tard au cinéma. En 2011, tout le monde avait eu le temps d'oublier les vieux films de Cap et d'Épée, les Jean Marais et autres Errol Flynn, les fanfaronnades de Fanfan ou les astuces du bossu. Certes, il y a eu quelques tentatives timides de les faire renaître, certes, il y a eu des fans et des connaisseurs qui étaient toujours là, mais Philibert ne leur a pas été vendu pour ce qu'il était. Et en 2011, bien peu sont ceux à avoir été assez familiers avec tout ce pan du cinéma français pour saisir pleinement toutes les références. J'ai lu avec un certain amusement les critiques qui furent faites dans les journaux à l'époque, et il est passionnant de voir que beaucoup semblaient manquer tout simplement de la culture nécessaire pour comprendre l'intention de Philibert. Sache que jamais Villény ne paie. Par exemple, j'ai vu des critiques souligner la mauvaise prestation des acteurs qui surjouent. Mais il suffit d'avoir vu 3 films de Cap et d'Épée pour se rendre compte que le casting de Philibert, il accomplit là un beau tour de force. Joué comme à l'époque, un jeu désuet avec les excès et l'impact très marquant du théâtre. Il en va de même pour la réalisation, très simple, avec parfois des procédés qui nous semblent ridicules, comme des accélérations de l'image, mais là encore, on le retrouve dans les productions anciennes. Les acteurs en font des caisses, l'intrigue patine et le résultat est trop gentil. Exactement comme dans beaucoup de films de Cap et d'Épée. Certains ont même reproché au film d'être un pastiche, remettant en question l'intention de base de ce dernier. Certains, enfin, n'ont pas apprécié les grands monologues de méchants du comte d'Artois, alors qu'ils sont parfaitement ciselés dans le ridicule du sérieux d'Alexandre Astier, qui reprend complètement les attitudes légèrement exagérées des vieux films. Est-ce bien pertinent de juger un film qui se veut être une reprise des années 50-70 avec les mêmes critères qu'un film qui sortirait en étant à fond dans la mode actuelle ? Eh bien ça, je crois que c'est une erreur, et c'est un peu ce que j'ai eu l'impression de lire dans les critiques négatives du film. Pour autant, est-ce bien de leur faute ? Est-ce qu'un film qui se veut grand public doit nécessiter une grande connaissance culturelle spécifique pour être compréhensible et accessible ? Eh bien ça, je ne le pense pas vraiment. Si Philibert était sorti dans les années 90, il aurait sans doute mieux fonctionné, mais dans les années 2010, c'était trop tard. Mais je l'aime ce film. Je l'aime parce que moi, je n'avais pas oublié ses films et ses références. Tout y est, de bout en bout, presque sans rien omettre. De la plus petite blague à la manière de jouer, des références infimes parfois, tout y est avec une grande finesse. Philibert est finalement le témoin de quelque chose d'important, de plusieurs choses importantes même, et un peu pour son malheur. Tout d'abord, il est une bonne démonstration de la nécessité d'adaptation. Chaque époque est faite de codes, de références et de manières de faire. Elles évoluent plus ou moins vite, mais elles sont bien là. Toute la difficulté des adaptations consiste à réussir à s'en emparer pour les mélanger avec leur sujet d'origine, comme un beau dégradé uniforme, agréable, qui permet de passer de l'un à l'autre avec légèreté. Et c'est tout l'enjeu des productions historiques. Il faut adapter. On ne peut pas montrer la pure réalité historique sans perdre beaucoup de gens au passage. On ne peut pas montrer la manière dont on montrait l'histoire à une autre période sans perdre énormément de gens au passage. Tout cela nécessite des adaptations, et si Philibert se voulait plein de bonnes intentions, eh bien il est beaucoup trop bon, beaucoup trop fidèle aux films des années 50-70, et cela a fait son manque de succès, en dehors de quelques personnes qui arrivent à rentrer dans cet univers complètement désuet. L'autre témoignage de Philibert qui me tient vraiment à cœur, c'est celui de la grande histoire du cinéma français. Au XXe siècle, la France s'est particulièrement illustrée dans le film à costume, souvent se passant à l'époque moderne. La France s'est ainsi taillée une réputation excellente de films historiques pendant plusieurs décennies, faisant la grandeur de ses productions. Pour autant, elle n'a pas réussi à négocier le tournant des années 90 et 2000, et ce sont les productions anglophones qui ont pris le dessus, avec leur lot de dérives, et cela lorsque le cinéma français avait plutôt tendance à faire un travail d'adaptation relativement correct, sans trahir les périodes, en gardant des styles, des ambiances et des idées plutôt cohérentes. C'est là que je regrette énormément que les tentatives actuelles vendues comme des renouveaux des films historiques français passent soit par des films de propagande à la qualité douteuse, soit par des productions qui se contentent de copier ce que font les Américains, en oubliant le passé glorieux de l'industrie cinématographique française au passage. En oubliant sa capacité à faire mieux, à voir grand certes, mais plus qualitatif, plus attaché à l'histoire comme l'Europe l'a toujours été. Et ça, je le regrette profondément. Parfois il y a des tentatives, timides ou mal comprises, un peu à la marge ou un peu dépassées. Qui sait, un jour peut-être que nous vivrons un nouvel âge d'or du cinéma historique français qui saura faire la part belle entre adaptation, histoire, modernité et littérature. J'évoquais les tentatives médiocres plus avant, mais parfois les films qui tentent moins de se survendre font un bien meilleur travail, et les dernières années ont apporté quelques lumières visibles au bout du tunnel. Alors, vivement demain. Mais ça, nous en reparlerons. Mes amis, il ne faut jamais se moquer des Anglais, ils sont pleins de ressources. Il m'insulte, l'animal. Touchez ma basse.
Ah, y a pas la Gardère. La Gardère ira à toi.